du réseau infirmier, un partenaire de soins. Je vous remercie d'être ici parce qu'on a annoncé l'événement il n'y a pas très longtemps. Et dans le contexte actuel des milieux cliniques, avec nos belles lois qui sortent et puis notre popcorn qui éclate, c'est très agréable de vous voir ici aujourd'hui. Pour commencer, je vais vous donner quelques messages très pratico-pratiques pour la journée. Puis ensuite, on va vraiment rentrer dans le vif du sujet. La journée est enregistrée au complet, de sorte que quand vous allez faire des interventions, poser des questions, vous devez absolument ouvrir le micro, c'est-à-dire peser sur le petit piton ici, dans le bas. Okay? Sinon, votre question ne sera pas enregistrée. Quand on visionne après, c'est un peu moche d'avoir la réponse et pas la question. Donc, c'est possible que je vous le rappelle au cours de la journée aussi pour s'assurer, parce que l'enregistrement va être déposé sur le site Internet du projet de recherche. On va vous le montrer aujourd'hui, c'est une première. Okay? Donc, ça va être déposé là. Et au besoin, si des gens veulent décider, vous pourrez communiquer avec moi, puis on verra comment vous transmettre l'information. Première chose. Je vais prendre l'ancien terme, les unités de formation continue, HFA. Ceux qui veulent ces unités à la fin de la journée, vous devez signer la feuille de présence et le coût est de 7 $, soit en chèque, soit en argent. Et ce sont les mêmes personnes qui étaient à l'accueil ce matin qui vont prendre vos évaluations et vous faire signer le formulaire. C'est quand même 7 unités, ça vaut la peine pour la journée. Pour le dîner, vous avez reçu un petit coupon. Donc, le dîner va avoir lieu à la cafétéria. On a fait réserver des tables pour nous. On va espérer que ça va être installé. C'est toujours des surprises, hein, un événement comme ça, mais normalement, ça devrait être correct. Et il y aura des gens qui vont pouvoir répartir, vous donner vos boîtes à lunch. Donc, voilà pour mes informations. Alors, d'entrée de jeu, je demanderai à l'équipe du réseau infirmier, un partenaire de soins, pour le projet développer une innovation clinique en planification de congés, transition de soins, oncologie, pour un meilleur continuum de services, de se lever pour que vous sachiez qui travaille avec vous. Donc, voulez-vous vous nommer? Hélène Lefebvre, chercheur principal désigné du projet. Hein? C'est bon. Je vais aussi vous présenter, on a 2 conférencières internationales avec nous. Patient partenaire, il ne s'est pas levé. Il fait partie de l'équipe. Levez-vous. Merci. C'est bon. Alors, je vous présente nos 2 conférencières internationales invitées. Monique Rotan-Tondard, levez-vous, mesdames, qui est directrice de la chaire de recherche infirmière à l'Université Paris 13 et qui est aussi à l'APHP, l'Association l'Assistance publique des hôpitaux de Paris. Merci. Chantal Aymar, qui est l'experte en éducation thérapeutique, directeur adjoint à l'unité mixte de formation continue en santé à l'Université d'Aix-Marseille et présidente du PHRIP. PHRIP, c'est un programme qui offre des subventions aux infirmières en France, des milieux cliniques. Donc, bienvenue chez nous, bienvenue à Montréal. Maintenant, j'aimerais que nous fassions connaissance. Alors, je sais qu'il y a des gens de nos différents milieux cliniques partenaires. Alors, je demanderai aux gens de Sainte-Justine de se lever et de se nommer.
Manon Laviolette, je suis assistante infirmière-chef au centre de jour en oncologie. Joanne Léry, adjointe de la directrice des soins infirmiers, volet recherche. Les gens du C3S de Laval. Bonjour, Maryse Carignan, conseillère clinique à la direction des soins infirmiers associée au programme régional de cancérologie de Laval. Bonjour, je m'appelle Manon Méran, je suis assistante infirmière-chef au département d'hémato-onco. Moi, je suis Danielle Gauthier, je suis infirmière pivot au centre de cancérologie à Laval. Et moi, je suis Danielle Rose, je suis bibliothécaire au C3S de Laval. Les gens du CHUM, Centre hospitalier universitaire de Montréal. Éric Simard, assistant infirmier-chef en chirurgie hépatobiliaire à Saint-Luc. Vanessa Rato, je suis infirmière au 9e Est en chirurgie de Pierre, assistant infirmier-chef au 9e Est en chirurgie hépatobiliaire. Irène Leboeuf, conseillère en soins supervisés en oncologie, donc l'équipe hépatobiliaire. Eugénie Duchamp, infirmière clinicienne en suite clientèle en chirurgie hépatobiliaire. Élise Andrioli, infirmière pivot en oncologie hépatobiliaire. Moi, Stéphanie Randal, nutritionniste en chirurgie hépatobiliaire aussi. Joanne Maxwell, nutritionniste en oncologie externe, dont hépatobiliaire. Les gens de l'hôpital Maisonneuve-Rosemont maintenant. Par solidarité. Mon cœur est pour eux. Alors, si vous voulez vous nommer une après l'autre, commencez ici. Nicole Tremblay, conseillère clinicienne. Alors, Odette Roy, je suis chercheure finalement dans la recherche, mais adjointe à la direction des soins infirmiers, tout le volet enseignement et recherche. Clément Ronat, je suis infirmière clinicienne au CREP. Danielle Lajoie, travailleuse sociale en oncologie, plus spécifiquement au niveau du sein et gynécologique. Julie Audrey-Chiasson, infirmière clinicienne en radio-oncologie, plus spécifiquement sein et prostate. Claudine Tremblay, conseillère clinicienne en oncologie. Geneviève Bianclé, infirmière conseil en oncologie au C3S Saint-Michel. Je représente la première ligne. Notre futur 6. Caroline Provencher, je suis adjointe au chef de programme. Louise Compagnard, chef du programme d'oncologie. Jocelyne Doucet, infirmière pivot pour le cancer du sein. Stéphanie Fadette, physiothérapeute en oncologie. Merci. Hélène Lauzon, chef de service de bibliothèque médicale de Chamat et informationniste dans le projet du portail. Les gens de l'Institut universitaire de santé mentale. En attente de Jannick Beauchamp qui devait arriver sous peu, qui est peut-être coincé sur un banc. Christian Jalbert, travailleuse sociale, conseillère professionnelle à la direction du développement des pratiques professionnelles. Est-ce que quelqu'un ne sait pas nommer? De la Naudière, non? La Naudière, non. Il y en a quelques-unes de la Naudière. Yves Bou, assistante infirmière-chef en oncologie. Moi, c'est Catherine Brisson, infirmière pivot. Quand même, il manque de collègues, mais j'imagine pouvoir participer. Excellent. Comme vous voyez, ça va être convivial aujourd'hui. Il n'y a pas de formalité. Est-ce que d'autres personnes n'ont pas été nommées? Ah, ben c'est bon. C'est bon. On a 6 milieux cliniques. Excellent. Alors, ce qu'on a pensé vous offrir aujourd'hui dans la journée, c'est, dans un premier temps, faire une espèce de retour sur le projet de recherche qui a démarré. En fait, on a été subventionné en juillet 2013, mais le projet a vraiment démarré à l'automne 2013. Donc, il faut faire un peu l'état. Qu'est-ce que c'est que le réseau infirmier partenaire de soins? Depuis 2009, on travaille là-dessus. Et le projet de recherche pour lequel on a obtenu une subvention. Ensuite, on a, dans les discussions avec les utilisateurs de connaissances à l'intérieur de l'équipe, on revient souvent sur les routes aux soins, l'éducation thérapeutique. Quand on a visité les différentes équipes dans chacun des milieux, c'est un thème qui apparaissait récurrent, où on faisait une réflexion. Donc, on a pensé inviter Chantal Aymar pour venir nous parler justement des fondements de cette éducation thérapeutique du patient. Par la suite, il y aura une discussion. On fera une pause. Et Monique Rotentonda viendra nous parler de l'oncogériatrie et du parcours de soins.
Donc, on sait que c'est une clientèle qui apparaît de plus en plus dans nos milieux en oncologie. Et il y avait aussi un intérêt pour ce sujet-là parmi nos équipes. Ensuite, il y a Marie-France Vachon qui va se joindre à nous vers 11h15 parce qu'elle est prise dans une autre aventure ce matin. Donc, elle va faire son jogging de Sainte-Justine pour nous rejoindre. Et elle va nous parler d'une clinique d'adolescents greffés pour préparer les transitions. Donc, voilà. Il y aura un échange, le dîner. Par la suite, dans l'après-midi, on aura une présentation de Alexandre Berkas, qui est à la direction bureau du patient, direction collaboration et patient partenaire. Ensuite, on aura André Mire, un de nos patients partenaires, qui va venir nous parler un peu de ce que c'est qu'être patient partenaire. Et on aura Madeleine Desforges, qui va nous parler du défi emballant que de travailler avec des équipes comme patiente partenaire. Ensuite, on aura 3 personnes du C3S Nord-Lanaudière, Liette Corriveau, Lynn Métaux et Lynn. Il m'en manque une dessus. Karine Brisson, voilà, qui, eux, vont nous présenter un plan d'intervention interdisciplinaire précoce en partenariat avec la famille. Et enfin, les gens de l'hôpital Maisonneuve-Rosemont, Jocelyne Doucet et Stéphanie Fradette, qui vont nous parler d'une pratique exemplaire, prévention et dépistage du lymphédème. Par la suite, il y aura un échange sur l'ensemble des présentations et l'ensemble de la journée. Et on arrivera au mot de la fin vers 16h15, 16h30. Donc, c'est le programme qu'on a pensé vous offrir aujourd'hui. Cette journée vous appartient. Donc, le succès de la journée est entre vos mains. C'est la qualité des discussions qui vont émerger, qui va faire qu'on va ressortir un peu plus savant à la fin de la journée. Juste pour vous dire, vous vous êtes toutes présentées et personne n'a pesé sur le petit piton. Donc, il n'y a aucun de vos noms qui est sur l'enregistrement. C'est normal, on fait tous ça. Donc, j'inviterai mes collègues à se joindre à moi pour faire un peu le tour de notre projet de recherche. Je vous passerai le micro. Si Marie-Josée est arrivée, vas-tu faire le tour du site Internet? Qui commence? Moi, je vais commencer. Okay. Donc, le projet développer une innovation clinique en oncologie pour un meilleur continuum de soins et de services pour les patients atteints de cancer. En fait, les 3 noms qui sont là sont les gens qui ont travaillé à préparer la présentation. Donc, le but, en fait, c'est de vous présenter le réseau infirmier, un partenaire de soins, et notre projet de recherche comme tel. Donc, le RIUPS, comme on se plaît à l'appeler, on veut vraiment être un réseau leader dans le monde infirmier. Ce réseau-là émane du comité de la recherche. En 2009, alors que j'étais présidente du comité de la recherche, il n'y avait que les professeurs-chercheurs qui faisaient partie du comité. Et moi, je trouvais que c'était un non-sens parce qu'il y avait des savoirs qui se développaient aussi dans les milieux cliniques et qu'il fallait que les savoirs gravitent d'un endroit à l'autre, c'est-à-dire de l'université vers les milieux cliniques, mais des milieux cliniques vers l'université, et qu'on devait co-développer ensemble des savoirs. Alors, j'ai invité mes collègues des milieux cliniques partenaires de la faculté à se joindre à ce comité-là pour réfléchir ensemble à la recherche et trouver un sujet sur lequel on pouvait commencer à travailler ensemble et s'apprivoiser. Et c'est à ce moment-là que Odette Roy est invitée à devenir coprésidente du comité de la recherche parce que je ne pouvais pas imaginer que ça soit juste un chercheur et qu'il n'y ait pas de gens de milieu clinique pour co-diriger ce comité-là. Alors, Odette a accepté de co-diriger avec moi le comité de la recherche.
Donc, en fait, par la suite, on s'est interrogé sur, bien, c'est beau d'être assis ensemble, mais on va travailler sur quoi? Donc, on a fait un certain nombre de démarches et on a commencé à regarder, bien, quelle était notre mission? Qu'est-ce qu'on voulait faire ensemble et vers quoi on voulait aller dans le contexte de la recherche infirmière de 2009-2010. Donc, on s'est dit, bien, ce qu'on veut, c'est partager ensemble, donc favoriser cette diffusion des savoirs, favoriser l'échange entre les milieux, contribuer à l'avancement des connaissances en sciences infirmières, mais aussi développer l'innovation clinique et disséminer les résultats pour enrichir les pratiques infirmières. On voulait contribuer à l'excellence des soins, mais on voulait surtout que ces savoirs-là se rendent jusqu'aux patients. Parce que ce qu'on réalisait, c'est que oui, il y avait par exemple des guides de pratique où on découvrait différentes connaissances, mais que ça n'arrivait pas nécessairement jusqu'au chevet du patient. Donc, on voulait s'interroger sur comment on peut faire ces transitions-là. Donc, on voulait devenir vraiment un moteur de développement d'activités infirmières et un véhicule de partenariat entre les établissements du RUIS, c'est-à-dire le réseau universitaire intégré en santé, la FSI, les différents milieux partenaires au Québec et éventuellement réseauter avec la francophonie canadienne qui sont très pauvres au niveau des savoirs en français. On sait qu'en anglais, il y en a plein, mais en français, c'est difficile. Et aussi réseauter avec la francophonie internationale. Donc, les démarches qu'on a faites, ça a été de faire une recension des écrits sur le transfert des connaissances. Qu'est-ce que la littérature, la recherche disait sur qu'est-ce que c'est d'abord? Les multiples terminologies qu'on utilise, transfert, échange, etc. Et aussi regarder quels étaient les facteurs qui facilitent l'échange de connaissances et les barrières. On a aussi fait des entrevues avec 5 directions de soins infirmiers pour connaître la réalité du terrain. Comment les savoirs circulent chez les infirmières. Et on a fait une étude de besoins aussi où on a eu 156 infirmières qui ont répondu et qui nous ont dit qu'ils aimeraient avoir un site web très interactif sur lequel ils pourraient travailler, avoir accès à la littérature en français. Donc, on est parti avec ça et on s'est dit, d'accord, le réseau infirmier doit devenir ou trouver l'outil pour permettre d'être une passerelle entre la recherche, la pratique clinique, la formation, l'administration des soins, le patient et ses proches, les gestionnaires et décideurs. Et l'idée est arrivée de dire, ben, on ne peut pas travailler juste des chercheurs, des cliniciens, il faut avoir des patients avec nous, parce que c'est à eux qu'on s'adresse, il faut avoir des membres de famille. Et comme moi, j'avais un historique de travailler avec des patients partenaires depuis la fin des années 80, pour moi, ça a été facile d'entrer en contact et d'accueillir et de marteler cette idée de l'importance de travailler avec la clientèle qui viennent chercher nos services. Donc, l'autre idée qui est venue, ce qu'on voulait, c'était mieux agir pour développer des pratiques de soins collaboratrices pérennes entre tous les acteurs du réseau, parce qu'il y a beaucoup d'initiatives, mais dès que les promoteurs partent, ça tombe à l'eau. Donc, travailler sur une pérennité. On voulait diffuser, vulgariser des données probantes, des articles, des éléments de gestion, des cas cliniques pertinents, de la littérature grise et définir des outils de vigie. Donc, comment faire ça? Bien, c'est en travaillant ensemble, c'est en interpellant le terrain pour le développement de ce projet-là. Donc, c'est un projet qui est une co-construction. Il faut, comme on dit en québécois, il faut être fait fort parce qu'il faut être capable de vivre avec l'incertitude, les essais, les erreurs, beaucoup de discussions, beaucoup de partenariats et accepter de dire ses idées, de les partager, de les échanger sans juger, mais vraiment dans un esprit de collaboration entre les différents acteurs. Moi, ce que j'ajouterais ici, je pense que c'est important... oui. Alors, je pense que c'est important de revenir sur des éléments fondamentaux qui est rapprocher les milieux cliniques entre eux,
rapprocher finalement les facultés. On parle de la faculté des sciences infirmières, mais je pense que des gens de d'autres professions, finalement, doivent se sentir interpellés là-dedans. Les défis sont grands. On le sait finalement que donner des meilleurs résultats finalement au chevet représente un défi de taille. Et c'est dans cet esprit-là, finalement, que le RIUP s'est constitué, c'est-à-dire une volonté de travailler ensemble. Et je me souviens, finalement, lorsqu'on a fait les questionnaires avec le sondage auprès des collègues, c'était de dire on ne peut plus se permettre de refaire la roue. Il nous faut, finalement, des endroits formels et informels pour partager, pour se connecter, pour réseauter, de sorte que, finalement, on puisse vraiment veiller d'une façon la plus attentive à la qualité, la préservation de la qualité du soin et aussi de l'excellence. Et c'est dans ce contexte-là que les 6 milieux cliniques, en fait, vous qui le représentez, ont été interpellés directement via le RIUP dès le départ, parce que je pense que c'est encore plus important de savoir toute l'origine et ça, pourquoi vous êtes là aujourd'hui, parce que justement, ce portail-là, il s'inscrit en continuité avec cette volonté de réunir des expertises, de travailler finalement et de partager et éviter de reconstruire la roue et aussi de se permettre de construire des passerelles. Parce qu'on sait finalement qu'on est en réseau. La volonté finalement du ministère, elle est dans ce contexte-là, mais en oncologie, finalement, on sait très, très bien qu'il y a des défis de taille et des mécanismes de communication tels que le portail peut représenter. Il met en relation, il connecte, il permet un partage optimal. Alors, je pense que ça peut être aussi, il faut comme le conserver comme un cadre de référence durant toute la journée pour qu'on puisse justement échanger autour de ce défi-là. J'aurais été enregistrée. Vous aurez été enregistré. Je ne serai pas finalement sur le film. OK. Ah oui, oui, on a un technicien extraordinaire. C'est ça. Donc, ce qu'on a voulu développer, c'est un espace innovant d'apprentissage, mais on devrait plutôt dire de co-apprentissage, mais surtout de partenariat. Donc, chemin faisant, nous avons imaginé un projet de recherche assez innovateur et je vais laisser Isabelle vous en parler davantage. Oui, alors nous étions passés dans chacun des milieux il n'y a pas si longtemps pour vous présenter le projet, vous présenter la recherche. Aujourd'hui, je vais vous présenter de nouveau les grandes thématiques pour qu'on puisse se remémorer tous ensemble exactement les objectifs poursuivis par la recherche. Donc, nous avons fait une demande de subvention pour le projet Développer une innovation clinique en oncologie pour un meilleur continuum de soins et de services pour les patients atteints de cancer. Et nous avons, à notre grand plaisir, obtenu une importante subvention là, de plus d'un demi-million de dollars par les Instituts de recherche en santé du Canada, par la Fondation de la recherche en santé et développement, également le Fonds de la recherche du Québec en santé et également un financement de la part du vice-rectorat à la recherche à l'international de l'Université de Montréal. En fait, la fierté aussi d'avoir obtenu cette subvention-là provient du fait que les concours sont très, très compétitifs. Donc, nous en sommes d'autant plus fiers. Et la particularité de la subvention, c'est un projet qu'on nomme dans le jargon de recherche un projet PASS. C'est un projet qui est en partenariat avec les milieux cliniques. Et c'est une très grande force de ce projet-là. Et on le voyait ce matin quand tout le monde s'est levé à tour de rôle et s'est présenté. Nous avons vraiment ici une richesse des milieux cliniques, 6 milieux qui sont investis, très investis dans le projet. Donc, on vous remercie et avec lesquels nous avons travaillé avant le dépôt de la subvention. Donc, il y avait déjà un intérêt lorsqu'on réfléchissait à cette recherche-là. On vous avait interpellé, vous vous étiez investi, aviez accepté. Donc, vous avez également vous avez été très important dans le fait qu'on ait obtenu la subvention parce qu'on l'a obtenue tous ensemble. Donc, c'est un très beau travail d'équipe avec vous, là, des milieux cliniques. Donc, oui. Peut-être juste ajouter que le ministère de la Santé et des Services sociaux est impliqué dans ce partenariat subventionnaire. Et c'est important avec tous les changements qui se passent actuellement dans les milieux cliniques, avec l'introduction de nouveaux plans d'intervention.
Donc, notre projet est probablement un des projets phares qui, à terme, pourrait influencer. Tout à fait. Donc, je rappelle les 6 milieux cliniques, le CHUM, HMR, CHU Sainte-Justine, le C3S de Laval, celui du Nord de Lanaudière et l'Institut universitaire de santé mentale de Montréal. Et également, un aspect phare du projet, c'est l'intégration des patients partenaires à chacune des étapes du développement de la recherche, donc autant dans sa conception, dans le pilotage de la recherche, que dans le soin auprès de chacune de vos équipes clinique là, où il y aura l'implication d'un patient partenaire. Donc, le but de la recherche, en fait, explorer les effets d'un portail d'échange de savoir animé par les équipes sur l'implantation et l'appropriation des pratiques exemplaires chez les professionnels de la santé, dans le contexte de la planification du congé en oncologie, de la transition dans les soins. Comme Hélène vous le mentionnait tout à l'heure, c'est un thème en fait qui avait émergé des différents contacts avec les milieux cliniques. Et le but, aussi un deuxième but, c'est de documenter le processus de développement et d'implantation d'un portail d'échange de savoir. Quelles sont les barrières et les facilitateurs à l'implantation de ce type de portail pour favoriser le transfert et l'échange de connaissances entre les milieux cliniques et entre le milieu académique. Donc, la phase 1 du projet, développer et implanter un portail avec les équipes, documenter son processus et son implantation. Et en phase 2, évidemment, on veut connaître les effets de l'utilisation d'un portail d'échange de savoir sur les pratiques cliniques. Donc, est-ce que l'utilisation de ce portail vous a permis de changer vos pratiques cliniques, parce qu'on veut qu'il y ait des changements au niveau des soins. Donc, on veut vraiment qu'il y ait un impact de ce côté-là. Est-ce que le portail, est-ce que notre stratégie de transfert de connaissances aura porté fruit? Quelles connaissances auront été acquises et comment on pourra voir la meilleure ou une meilleure gestion des symptômes chez les patients, parce qu'on va demander également aux patients d'utiliser le portail d'échange de savoir. Et est-ce que on aura eu des impacts sur les réadmissions, par exemple, le retour à l'urgence? La recension des écrits, en fait, ici, Hélène vous en a parlé tout à l'heure, donc je n'y reviendrai pas. Notre organigramme de gouvernance, en fait, le projet est piloté par divers comités pour assurer son bon développement et son bon déploiement. Donc, il y a tout en haut un comité aviseur, donc des membres de la direction collaboration et partenariat patient. Les directeurs de soins infirmiers de chacun des milieux cliniques interpellés, des membres du comité de pilotage et la doyenne ici de la faculté des sciences infirmières. Donc, c'est un comité aviseur que l'on rencontre 2 fois par année qui permet de faire état de l'avancement du projet et qui nous permet d'aviser finalement s'il y a des nouvelles orientations, etc. Le comité de pilotage, nous nous sommes levés tout à l'heure pour présenter l'ensemble des membres associés au comité de pilotage. Donc, les chercheurs principaux, notre gestionnaire de connaissances, les infirmières expertes, l'informationniste qui sont présents. Nous avons également avec nous dans le projet des co-chercheurs de l'Université de Montréal qui seront interpellés à des moments spécifiques dans le projet pour leur expertise de pointe dans un domaine particulier. Et nous avons les équipes interdisciplinaires de développement des savoirs. Donc, vous faites partie de ces équipes. Donc, et les utilisateurs de connaissances. Donc, dans chaque milieu, on a ciblé un utilisateur de connaissances. Donc, une personne qui vient siéger à nos comités de pilotage, qui permet de connaître l'avancement du projet, les orientations, et qui retourne à l'équipe ensuite pour faire en sorte que les orientations soient déployées là auprès de vous dans les équipes cliniques. Donc, les logos de l'ensemble de nos milieux cliniques désignés, vous reconnaissez. Et les critères de sélection des équipes, en fait, quand au départ, on a voulu désigner les équipes, les critères suivants ont été mis de l'avant. Donc, les équipes devaient être reconnues pour son expertise en oncologie, composée de leaders cliniques interprofessionnels,
intéressée à inclure des patients partenaires, dynamique et ouverte aux discussions et aux apprentissages, soucieuse des pratiques collaboratives, intérêt pour l'amélioration de la planification du congé, des transitions dans les soins et intérêt pour l'utilisation des technologies. Donc, j'imagine qu'ici aussi, vous vous reconnaissez dans ces critères de sélection des équipes. Nous avons développé un cadre de référence qui soutient la recherche. Donc, je m'attarderai pas ici, mais en fait, peut-être juste un mot pour vous dire que on documente pour arriver finalement à documenter notre processus d'implantation du portail. On suit une étape, en fait, un cadre en 5 étapes qui nous permet de faire une première exploration des besoins, de faire l'installation, la mise en place du portail et de suivre son implantation. Donc, ça, c'est plus pour nous ici, avec l'équipe de chercheurs, pour nous permettre de bien suivre l'évolution et de bien documenter là, l'ensemble du processus. Nous sommes déjà arrivés, Hélène, est-ce que tu veux prendre la parole sur cet aspect-là? Est-ce qu'on y va direct sur Internet? On va le faire après. Après, parfait. En fait, on vous a fait... Bonjour, Madame Girard. Alors, je vous présente notre doyenne. Peut-être juste vous faire un peu le bilan des travaux à ce jour, puis ensuite on va aller faire le tour du propriétaire sur Internet. Donc, en suivant chacune des étapes de notre cadre de référence, ce qu'on a fait pour explorer, la première étape, c'est l'exploration et l'adoption de l'innovation. Donc, nous sommes allés comme équipe rencontrer chacun des milieux cliniques, des comités aviseurs, des directions de soins, pour bien expliquer le projet, répondre aux questions et commencer la mise en branle dans chacun des milieux. Donc, on a vraiment rencontré chacun des milieux et même dans certains milieux, on est allé à 2 reprises. Pour installer l'innovation, donc il y a eu des utilisateurs de connaissances de désigner dès le point de départ. Et ces utilisateurs-là sont souvent des adjointes à la direction des soins ou des infirmières pivots ou des cadres conseils. Bon, elles ont un certain nombre de titres et de positions différents. Et c'est elles qui sollicitent la participation de l'ensemble de l'équipe. L'équipe étant une équipe interdisciplinaire, pas juste des infirmières. Donc, on peut retrouver travailleurs sociaux, médecins, physiothérapeutes, ergothérapeutes, psychologues, etc. à l'intérieur des équipes. Et les équipes sont interpellées en fonction des défis que chacune des équipes se donne. Donc, là, pour préparer tout ça, on a un comité de projet qui travaille au quotidien sur des aspects davantage opérationnels pour préparer ensuite les comités d'utilisateurs de connaissances pour être capables de faire le cheminement avec eux. Et il y a le comité de pilotage qui chapeaute un peu les travaux de chacun. Donc, comme vous voyez, c'est beaucoup de travail de petite équipe pour mettre en place des choses faciles qui vont pouvoir être discutées par la suite avec les milieux cliniques. À ce jour, ce qui est très intéressant, c'est que chaque milieu clinique, chaque équipe, a identifié une pratique, on va dire, exemplaire, c'est-à-dire une pratique qu'elles veulent diffuser, partager avec les autres, et un défi. Le défi, c'est une pratique clinique ou un thème qu'elles veulent travailler, améliorer, mettre en place par des échanges avec l'ensemble des équipes qui participent. Et pour faire ces échanges-là, c'est le portail dans le volet interactif qui va permettre justement ces échanges, ces dépôts de documents, etc. On a commencé à déposer de la littérature scientifique. Donc, on a notre gestionnaire de connaissances qui fait des résumés courts en français des articles pour les infirmières, de sorte qu'une infirmière qui a 5 minutes dans sa journée peut dire « Ah, ben j'ai vu qu'il y avait tel article, aller le chercher et pouvoir au moins lire le résumé, puis éventuellement aller plus à fond dans cet article-là. » Évidemment, toutes les propriétés intellectuelles sont préservées avec les contraintes que ça apporte au niveau de la littérature scientifique. Donc, on est là-dedans et on a une informationniste experte en propriété intellectuelle avec nous. Donc,
on s'assure qu'on est correct. Donc, dans l'implantation, on a aussi regardé, parce que c'est beau de dire on va expérimenter une innovation, une nouvelle stratégie en échange de connaissances, mais il faut regarder aussi qu'est-ce qui est gagnant et qu'est-ce qui l'est moins. Et la question d'accompagner les équipes à long terme est cruciale. Avoir l'adhésion des gestionnaires sur le projet, si on veut que le projet puisse se déployer et se pérenniser d'une certaine façon dans les milieux, mais avoir aussi des gens dont le mandat est d'accompagner les équipes à travailler, à venir sur le portail, à réfléchir ensemble, et c'est le rôle des utilisateurs de connaissances. Notre rôle à nous, c'est d'accompagner les utilisateurs et les directions de soins et les équipes à travers le processus. Quand on regarde toutes les expériences de transfert de connaissances, c'est vraiment la pierre angulaire, c'est l'accompagnement à moyen et à long terme. Et même les gens qui ont développé le modèle qu'on utilise, l'implementation science, disent que ça prend 4 à 5 ans avant qu'une innovation fasse partie de la culture d'un milieu clinique. Donc, ça veut dire que c'est au long cours. Okay? Donc, on pense que l'implantation complète du projet, ça va être vers janvier 2015, une pérennité, on espère, en avril 2016. Là, on va vous amener faire un tour du propriétaire. On a des expertes techno, mais non. Notre technicien, Pierre Hamelin, qui passe la journée avec nous. Alors, sans plus tarder, roulement de tambour, voilà, nous vous présentons la plateforme, oui, pour la première fois, en fait, notre plateforme web et Marie-Josée Levert, en fait, qui est une des co-chercheurs au projet, a beaucoup travaillé sur le développement de la plateforme avec quelqu'un qu'elle connaît très bien et son conjoint qui a soutenu, en fait, qui a une expertise en informatique. Et qui nous a aussi soutenus dans la mise en place. Donc, Marie-Josée devait, elle est probablement prise sur un pont aussi, devait vous présenter cette section. Donc, j'espère rien oublier là en vous présentant le portail. Donc, vous allez voir, on est en période test. Alors, je tiens à le préciser, il y a des choses qui vont changer, évoluer au cours des prochains mois à partir de commentaires que vous allez nous faire. Et le 20 octobre prochain, donc lundi prochain, certains d'entre vous ont été invités à un webinaire pour justement aller davantage dans le détail dans l'utilisation du portail. Et ce que l'on vise, en fait, c'est vraiment de déployer le portail pour amener les gens, vous amener chacun des milieux cliniques à travailler ensemble sur cette plateforme-là pour co-construire et construire des nouveaux savoirs. Donc, il y a diverses sections sur ce portail. Ici, dans la section RIUPS, vous allez avoir la description du projet, la mission. Alors, vous voyez ici, on a la mission, l'organigramme, les milieux cliniques. Donc, si je clique sur la mission, on va défiler. Vous avez finalement l'ensemble du texte qui nous définit un peu ce que Hélène vous a présenté en début de matinée. Si on va dans l'organigramme, vous allez voir notre organigramme. Et si on va sur les milieux cliniques, vous allez avoir vos logos qui vous représentent. Et si on va plus loin ici, ça nous amène sur le site. Je vais juste organigramme. Je vais juste revenir parce que utilisateur de connaissances. Alors, vous voyez, on vous a demandé des photos, et on vous a demandé une courte biographie. Alors, on a mis vos belles photos
Et pour nous, c'était très important parce qu'on veut que le site, en fait, que vous vous sentiez interpellé. Donc, la photo, c'est la première étape, en fait, pour qu'on sente, oui, moi, je fais partie de ce projet-là. Il y a un engagement. Donc, merci beaucoup d'avoir contribué. Donc, si on clique ici sur la photo de Joanne, alors on a une brève biographie de son parcours et tout ça. Donc, ça nous permet de voir et de connaître les gens avec qui l'on travaille. Et nous allons demander ça pour tous les membres des équipes désignées également. Donc, vous allez avoir là à le faire vous aussi. Donc, merci d'avoir participé. Donc, nos milieux cliniques aussi, vous êtes très bien représentés. En fait, nous, on voulait donner aussi de la visibilité aux milieux cliniques. Donc, on a des liens vers les milieux cliniques à plusieurs endroits sur le site. Si on va dans l'onglet maintenant, ressources documentaires, et si nous allons à actualité, nous avons différentes activités et et vous pouvez, par exemple, sur l'onglet de l'annonce du diagnostic, si on lit la suite ici, vous avez un court texte qui vous amène ensuite sur un autre lien pour avoir de l'information supplémentaire. Donc, ce que l'on souhaite faire dans nos actualités, c'est vraiment vous susciter l'intérêt à aller plus loin pour aller chercher de l'information. Si j'écris mon nom ici, pour faire une recherche par auteur, par exemple, sur le réseau. Bon, rien à afficher. Il y avait quelque chose la semaine passée. Alors, je m'en excuse. Comme je le précisais tout à l'heure, on est en période test. Donc, parce que je vois Jannick qui est là, j'avais fait un court texte, en fait, sur... on est allés toutes les deux ensemble au congrès de l'Association québécoise en santé mentale. On avait présenté le projet. Donc, il y avait un court texte qui était là. Mais ce qui nous interpelle beaucoup tous ensemble, c'est l'espace d'échange des savoirs et de façon plus principale au niveau du travail collaboratif. Donc ici, c'est un contenu restreint aux membres seulement. Quand vous allez avoir accès au portail, vous allez avoir à vous inscrire parce que le portail, une partie est publique et l'autre partie est privée. Donc, c'est uniquement les équipes cliniques, les gens qui sont désignés à faire partie, qui vont pouvoir avoir accès pour qu'on puisse travailler en famille, ensemble, s'entendre sur du contenu avant de le partager à l'Internet au grand complet. Donc, pour nous et pour vous également, c'était une demande que vous nous aviez fait et avec laquelle là, on est allé de l'avant. Donc, ici, en fait, espace de travail collaboratif, on aura mis en place un document sur lesquels on va vous demander de travailler, de commenter et de donner finalement des exemples précis qui proviennent de votre milieu. Calendrier, je vais juste voir ici au niveau des discussions. Il y a des, en fait... Faudrait que tu rentres ton code. Ah, c'est ça, hein, connexion. Faudrait que je me souviens pas c'est quoi. J'ai oublié on en a tellement. J'ai oublié faudrait que je retourne. On va prendre celui de Louise. Oui, Louise, est-ce que tu as le tien? Merci. Rapidement. Moi, je m'en souviens pas, il est automatique. Ah, c'est ça. Merci beaucoup, Louise. Donc, si je retourne dans l'espace des savoirs, dans l'espace discussion, donc vous voyez, par exemple, à l'espace Journal Club, parce qu'on va créer des Journal Club à partir, on a pensé cibler certains articles scientifiques qui pourraient être d'intérêt pour vous.
Donc, on va faire un journal club par rapport à un article pour vous demander finalement, qu'est-ce que vous pensez de cet article-là? Est-ce que les éléments qu'on y retrouve pourraient s'appliquer dans votre milieu? Est-ce que dans votre milieu, vous faites des choses différemment et qui pourraient contribuer aussi aux autres milieux? Donc, finalement, le journal club, c'est une façon de discuter entre nous de nos pratiques à partir d'écrits scientifiques. Donc, vous voyez ici 2 sujets dans le journal club. Alors, je vais cliquer pour aller savoir qu'est-ce qui se dit. Alors, bien, voyons, j'ai écrit quelque chose. Alors, si on veut aller voir qu'est-ce que c'est. Alors, le premier journal club sera bien intéressant à ne pas manquer. Donc, c'était plus un test là que j'ai fait pour en fait voir. On est dans notre période test, donc on a essayé là d'aller sur le site et de voir. Peut-être attirer votre attention sur la photo. Oui. C'est important d'avoir vos photos parce qu'au moins ça personnalise. On a l'impression que quelqu'un nous parle. Ici, je retourne en arrière et le deuxième message, en fait, c'était un espace test. Donc, l'idée, en fait, le premier journal club, on va le faire entre nous, mais après, on souhaite que les discussions se poursuivent. Et qu'elles se poursuivent à l'intérieur du site Internet. Donc, on pourra poser une nouvelle question suite à nos échanges pour vous permettre de discuter entre vous et de voir comment ça se passe dans vos milieux. Donc, je pense que, Hélène, voulais-tu rajouter quelque chose sur... Que la discussion va se poursuivre sur le forum de discussion. Et il va aussi y avoir un glossaire. Dans nos dernières rencontres, on a beaucoup discuté sur la signification qu'on donnait à certains termes, comme par exemple la survivance. Donc, on va avoir un glossaire interactif où les gens, d'ailleurs, vous nous avez déjà envoyé des définitions d'un certain nombre de termes que nous, on va déposer sur le portail. Et on va animer la discussion à partir de ce que vous nous fournissez pour qu'on puisse avoir une définition commune pour notre équipe. Au moins, quand on va discuter entre nous, on va parler de la même chose. Donc, ce sont toutes des activités comme ça. Il y a aussi un calendrier qui vous donne les principales activités, congrès, colloques, nos activités d'équipe de recherche aussi, donc qui va être mis à jour continuellement. Vous allez aussi être sollicité pour participer au contenu, dans le sens que, vous avez une actualité dans votre milieu, vous nous la transmettez, nous, on la diffuse. Tout ce que vous allez vouloir diffuser, partager entre vous, vous allez pouvoir nous le faire parvenir et même les utilisateurs vont pouvoir déposer eux-mêmes sur le portail avec un certain nombre de règles. Donc, on veut vraiment que ça vous appartienne et non pas que ça nous appartienne. Il faut que ça soit utile. Donc, voilà où nous en sommes dans le projet. Peut-être prendre quelques-unes de vos questions. Voilà, n'oubliez pas de peser sur le micro. Moi, c'est Jocelyne Doucet. Je voulais vous féliciter parce que c'est un très bel outil que vous avez développé. Avez-vous pesé sur le... Oui, j'ai pesé sur le bouton. Okay. Merci beaucoup. Alors, ce matin, c'est quand même un aperçu du portail. La suite pour nous, en fait, ça sera d'aller dans chacun de vos milieux cliniques pour vous le présenter de façon plus détaillée. Et pour le faire, il y a Caroline et Geneviève derrière, que vous connaissez bien, qui sont déjà allés vous voir dans les milieux, qui retourneront également dans le milieu pour regarder à l'utilisation du portail. Mais je prendrai aussi une autre ou 2 autres questions, commentaires. Oui, Louise? C'est juste pour expliquer comment, dans les ressources, c'est-à-dire dans l'espace d'échange des savoirs, dans la documentation, juste indiquer où on peut déposer. Donc, le petit... Oui, ici. Oui. En fait, ça, on pourra aller directement avec les milieux cliniques. Ouais, pour les fonctionnalités précises comme ça, on va y revenir. Aujourd'hui, on était vraiment dans un aperçu plutôt global. Ah, c'est ça que je cherchais tout à l'heure. Alors, j'avais fait en fait un petit carnet, un petit billet sur le portail d'échange des savoirs du RIUPS, une technologie d'information et de communication au service des milieux cliniques. Donc, Yannick et moi avions présenté.
et j'avais fait un bref résumé et en fait, je terminais en posant une question, qu'en pensez-vous, quelle sera votre implication? Donc l'idée, c'est de faire en sorte aussi que vous puissiez participer, commenter, donner votre avis par rapport à ça. Donc, et quand Hélène mentionnait tout à l'heure, vous allez être interpellé à participer, ben c'est dans une perspective comme celle-là, en fait, que quelque chose pourrait être fait. Oui, Maryse. Maryse Carignan, chez 3S de Laval. Écoutez, depuis le début, moi je suis une utilisateur de connaissances depuis le début, c'est très abstrait, toute cette histoire-là. Je suis contente de voir finalement quelque chose, de le voir en concret. Et en tout cas, ça semble à premier abord très bien fait et très facile d'accès. Je pense que, en tout cas, ça me semble bien parti. Merci beaucoup, félicitations. Puis je pense qu'effectivement, de voir finalement qu'est-ce que concrètement ça va donner puis comment ça va servir. Je trouve ça bien le fun à matin. Merci. Et on a essayé aussi de répondre à certains de vos besoins que vous nous avez exprimés. Et au fur et à mesure de la phase test, parce que c'est vous qui allez avoir à la tester, on va tenir compte de vos commentaires en autant que la programmation, la technologie et nos moyens financiers nous le permettent. Mais il y aura une autre vague plus tard. Mais on va prendre tous les commentaires parce que c'est votre portail. Donc, il faut que ça soit extrêmement convivial et interactif, que vous ayez le goût d'y aller comme celles qui sont addictes à Facebook puis à Twitter. Il faut que ça devienne comme ça. C'est le défi qu'on se donne. Et vous allez nous aider à le relever, ce défi-là, en commentant et en nous disant ce que vous pensez. Alors, merci. On pourra poursuivre la discussion à ce sujet à l'heure du dîner. Alors, je vais laisser la parole à Hélène pour la suite du programme de la journée. Oui. Alors, j'inviterai Chantal Aymar à venir. Merci. C'est ETP. Non, c'est sûr qu'il n'est pas là. Bien le bonjour. Ok, vas-y. Oui, d'abord, bien le bonjour. Et puis, en attendant que mon PowerPoint arrive, je voulais remercier à la fois Hélène et puis l'ensemble du comité, puis vous-même d'être là aujourd'hui, faire remercier l'université de m'offrir cette occasion de venir à Montréal et puis de vous parler d'un sujet qui me tient beaucoup à cœur, qui est celui de l'éducation thérapeutique des patients. Et d'emblée, comme ça, en écoutant cette première intervention sur ce réseau infirmier, je me disais que j'aimerais bien qu'il y ait la même chose chez nous parce que vous allez voir le lien qui est évident pour moi par rapport à ce qu'est l'éducation thérapeutique. Et je pense qu'un tel réseau contribuerait beaucoup à la fois à l'avancement des savoirs sur cette question, mais aussi à l'éducation elle-même, c'est-à-dire à l'échange des savoirs que l'on peut avoir entre les différents professionnels de l'éducation thérapeutique, les différents acteurs de l'éducation thérapeutique et les patients partenaires qui font partie intégrante
de l'éducation thérapeutique. Alors, en France, on parle de patients partenaires et aussi de patients experts pour justement parler, dire combien la parole des patientes est importante dans la démarche d'éducation. Donc, effectivement, je trouve qu'un tel réseau potentialiserait très fortement tout l'énergie que l'on déploie, l'ensemble des acteurs impliqués dans l'éducation thérapeutique pour cette question-là. Voilà. Donc, mon PowerPoint, il n'arrive toujours pas. Il est important, il a été envoyé longtemps entre la France et le Canada. Il met plus de temps que moi pour venir. Oui, vas-y, Odette. Sinon, je vais en parler Ce que comme je ça. pourrais ajouter finalement pour le bénéfice des collègues, des participants des milieux cliniques aujourd'hui, la journée d'études finalement se veut finalement un moment fort où on partage l'avancement des travaux relativement au portail. Il se veut surtout finalement un moment aussi où on va s'approprier en quelque sorte des concepts clés à la pratique infirmière et à la pratique professionnelle. Quand on regarde le défi relié à tout ce qui a trait à la planification de congés et à la transition, on comprend jusqu'à quel point la portion enseignement aux patients et familles est un incontournable. Alors, c'est dans cet esprit-là où on a vraiment priorisé cette thématique-là et on a invité finalement le professeur Aymard pour justement nous livrer finalement sa réflexion à la lumière de ses recherches, mais aussi de son expérience clinique. On l'appelle plus finalement l'éducation thérapeutique vraiment du côté de la France. Nous, finalement, c'est tout plus une nature de l'enseignement aux patients, mais il en demeure pas moins que cette préoccupation-là, elle est centrale et elle constitue finalement un noyau majeur de tout le développement des pratiques entourant. Alors, c'est pour ça, finalement, professeur Aymard, qu'on est très fiers que vous soyez avec nous aujourd'hui. Alors, merci. Maintenant, tout fonctionne. Alors, je vous laisse la parole. Merci, Odette. Merci à vous. Alors, oui, là, j'appuie. Oui, voilà. Globalement, alors, c'est 10 heures. Ça devrait aller jusqu'à 10h10, mais bon, je vais essayer. Normalement, j'aurais dû commencer à moins le quart. Je vais essayer de pas non plus trop emprunter sur votre pause. Voilà, globalement, le plan que je propose, une introduction. Alors, je vais essayer de la faire brève. Je suis quand même quelqu'un, en principe, des très longues introductions pour poser les contextes. Et on verra le contexte et constat. Un essai de modélisation, c'est ce que j'ai fait. En fait, c'est là-dessus que j'ai travaillé pendant plusieurs années pour pouvoir modéliser l'éducation. Alors, d'une manière par rapport à ce que tu disais, Odette, l'éducation thérapeutique, vous allez le voir, qui est très cadrée en France et qui s'inscrit dans un champ beaucoup plus large, qui est celui de l'éducation en santé, dans lequel on va retrouver l'éducation à la santé, l'éducation pour la santé et l'éducation thérapeutique étant effectivement un élément de cet ensemble. Et puis, pour arriver, et j'espère pouvoir un peu vous accrocher pour qu'on ait un peu de débat. J'aime beaucoup le débat, la disputation entre les différents professionnels. Comment justement cette modélisation, on peut la retrouver de manière un peu caricaturale, certes dans les pratiques, parce que bien évidemment, chaque fois qu'on fait une modélisation, c'est théorico-théorique, et on sait très bien que dans la vraie vie, comme vous dites ici, c'est pas comme ça, mais que les choses sont très imbriquées et plus complexes que ce qu'on peut présenter à un moment donné, bien sûr. Et puis une conclusion. Alors, juste en introduction, c'est vous donner, je vais rapidement passer parce que je pense que ça vous connaissez tous, la définition qui a été donnée par l'OMS de l'éducation thérapeutique, qui vise à aider les patients et leurs familles. C'est vrai que quand on utilise la notion d'éducation thérapeutique du patient, nous entendons patients et famille aussi au sens large, non réduit à l'acceptation sociale, mais effectivement comprenant tout l'environnement, les amis, etc. de la personne. Aider les patients et la famille à acquérir ou maintenir des compétences dont ils vont dont ils vont pouvoir mobiliser pour gérer au mieux leur vie
leur vie avec une pathologie chronique, une maladie chronique, même si aujourd'hui, d'ailleurs, quand on parle d'éducation thérapeutique du patient, on a tendance à l'ouvrir un petit peu sur des pathologies qui sont pas uniquement des pathologies chroniques, mais c'est vrai que la question de l'éducation thérapeutique, elle s'est d'abord posée sur les maladies chroniques. La finalité est bien de permettre à ces patients de mieux comprendre leur maladie, leur traitement, mais aussi de collaborer. Et on voit bien combien votre réseau il peut être intéressant dans cette question avec les soignants et d'assumer les responsabilités dans leur propre prise en charge afin de les aider à maintenir, améliorer leur qualité de vie. Ça va ? Juste ce que dit l'OMS aussi, c'est que l'éducation thérapeutique, je m'arrête une seconde sur cette dernière phrase, pour ne pas confondre éducation thérapeutique et information du patient, ou bien éducation thérapeutique et enseignement au patient des savoirs savants. L'OMS dit que justement, elle comprend des activités organisées, y compris un soutien psychosocial, conçu pour rendre les patients conscients et informés de leur maladie, voilà, etc. Et donc, on comprend d'emblée avec cette définition que l'équipe est toujours pluriprofessionnelle, comprenant effectivement l'ensemble des professionnels, médecins, paramédicaux, enfin on dit paramédicaux en France, l'ensemble des professionnels de santé, psychologues et aussi les travailleurs sociaux. Toujours dans l'introduction, il me semble important de dire que l'éducation thérapeutique du patient diffère de l'éducation pour la santé ou à la santé. Pourquoi ? Parce que la personne qui a à vivre au quotidien avec un problème de santé chronique va devoir réaliser des apprentissages qui concernent pas uniquement sa maladie, pas uniquement ses traitements, mais qui concerne aussi son corps. Et Dieu sait, si on sait, combien c'est difficile d'apprendre sur son corps, même quand on n'est pas malade, qui concerne qu'est-ce que c'est que la chronicité, c'est-à-dire vivre toute sa vie avec un problème de santé. Qu'est-ce que c'est la chronicité? Qui concerne aussi la mort, parce qu'effectivement, dès que on est sur une question de santé tout au long de la vie, la question du rapport temps-vie-mort arrive avec la personne et qui engage donc des réaménagements psychologiques et identitaires. Donc, l'éducation thérapeutique du patient est vraiment quelque chose de très particulier parce que ça concerne l'ensemble de ces éléments et pas uniquement apprendre qu'est-ce que c'est ma maladie et qu'est-ce que c'est mon traitement. Et en plus, en éducation thérapeutique du patient, on est bien sûr sur tous ces apprentissages que j'ai mis, l'écoute de son corps, etc., dont on sait que, je dis bien, quand on est déjà en santé, on sait que c'est pas facile d'apprendre à écouter les signes que nous envoie notre corps. Voilà. Et donc, quand on a un petit problème de santé chronique, c'est pas facile encore. Mais aussi, dans le pari de cette construction de compétences et de mobilisation des compétences en situation de patient. C'est-à-dire que l'éducation thérapeutique, quand on travaille en éducation thérapeutique avec des patients, eh bien, la question c'est comment le patient va pouvoir mobiliser ses compétences quand il sera chez lui aussi, pas uniquement quand il est dans un milieu hospitalier ou un contexte de soins. Et on sait très bien, il y a de nombreuses études qui ont montré que c'est pas du tout la même chose et que autant des personnes savent mobiliser des compétences en milieu de soins, autant quand elles sont à leur domicile, dans leur environnement, la situation est beaucoup plus complexe dans la gestion de la famille, dans le rôle familial, etc. Et que du coup, c'est pas pareil de mobiliser les compétences. On y arrive en milieu de soins et pas forcément dans son milieu environnemental et dans son rapport à la temporalité, puisqu'effectivement, la maladie, elle évolue. Alors, vous allez me dire, pourquoi s'intéresser à l'éducation thérapeutique dans le contexte que vous avez posé? Eh bien, pour différentes raisons, on va le voir. Alors, bien évidemment, je vais éliminer tout de suite, parce que certains peuvent le dire, parce que c'est très tendance. C'est vrai, c'est très tendance aujourd'hui, c'est très à la mode de s'intéresser à l'éducation thérapeutique. Bon, ok. Bon, moi, ça fait presque 20 ans que je m'intéresse. Bon, c'était pas à la mode à l'époque. Bon, maintenant, c'est très à la mode.
Mais au-delà du fait que ça soit très tendance, ça peut intéresser des personnes, il y a aussi plusieurs éléments. D'une part, on va le voir, les enjeux pour la santé, de santé pour la population, qui sont très importants, les enjeux économiques, on va le voir, et puis les enjeux pour les professionnels. Et puis parce que c'est pas facile, certains disent que c'est impossible, que c'est un pari impossible, pour des soignants de tenir cette double posture de soigner et d'éduquer. Vous savez que c'est deux métiers impossibles, quoi. Alors, tout d'abord, parce que c'est un problème de santé publique, hein, ça c'est vrai. Et si on regarde effectivement les données, eh bien, il y a une augmentation des problèmes de santé. Par exemple, en France, on va dire, hein, pour vous donner une échelle, ce tout petit pays, il y a un quart de la population qui est atteint de maladies chroniques, hein, voilà, de pathologies chroniques, et dont on sait effectivement, vous imaginez, que cette question, elle pose d'emblée des enjeux économiques très 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 importants. Au niveau professionnel, le Conseil international des infirmières a appelé tous les établissements de formation, d'enseignement, des organisations professionnelles et des autres partenaires pour répondre aux besoins de soins des personnes atteintes de maladies chroniques, de développer la formation. On va le voir parce que il y a eu des études qui ont été faites et qui montrent que globalement, la formation est très insuffisante, ou que les nouveaux professionnels, les jeunes professionnels sortent insuffisamment formés à cette pratique de l'éducation thérapeutique. Le contexte législatif international, eh bien, on va avoir l'OMS qui s'intéresse à l'éducation thérapeutique et à la promotion depuis 1986 et qui va cadrer effectivement l'ensemble des questions sur la promotion de la santé et sur l'éducation pour la santé. Avec effectivement dès 1998 une définition de l'éducation thérapeutique, d'accord, la nécessité de former les soignants, la nécessité de renforcer les rôles de soutien éducatif et psychologique des familles et d'autres proches, la nécessité justement de travailler avec les patients, et puis le besoin aussi de critères et de normes de qualité qui permettent de repérer justement et d'évaluer les actions d'éducation thérapeutique. À partir de là, l'OMS a rédigé les compétences qui sont attendues des soignants, hein, et des coordinateurs des programmes et a fait des recommandations aux soignants et aux institutions. Alors voilà les compétences qui ont été rédigées par l'OMS, mais je vais rapidement passer là-dessus, parce que je pense que vous les connaissez aussi bien que moi, hein, ces compétences. Et pour venir au contexte législatif, puis on y reviendra si vous avez des questions, au contexte législatif en France, puisque, si vous voulez, en France, la question de l'éducation thérapeutique est devenue très, très, très importante depuis les années 80-90, et qu'on a tout un cadrage législatif sur l'éducation thérapeutique qui va permettre à la fois de financer les actions d'éducation thérapeutique, de financer les programmes d'éducation thérapeutique et les recherches en éducation thérapeutique. Donc dès, par exemple, en 99, on a eu un manuel d'accréditation des établissements de santé qui a justement posé cette question. Et puis, pour vous passer sur ces diapositives qui vous intéressent nettement moins, j'imagine, en 2007, la Haute Autorité de Santé, si vous voulez, en France, a construit tout un protocole qui dit qu'est-ce que c'est qu'un programme d'éducation thérapeutique et comment on peut évaluer un programme d'éducation thérapeutique. Et puis, en 2010, il y a eu tout un cadre réglementaire qui a été
posé pour pouvoir financer, parce que si vous voulez, les infirmiers, l'ensemble des professionnels de soins disaient c'est bien beau votre affaire d'éducation thérapeutique, mais notamment par exemple les infirmières à domicile, mais elle disait quand je fais une éducation thérapeutique, je suis pas payée. Alors bon, je veux bien faire de l'éducation avec les patients, mais faudrait aussi que j'ai un petit retour, quoi. Hein, voilà. Même si on sait très bien que les infirmières sont très bénévoles, etc. Donc il y a eu tout un cadre législatif qui a été posé. Et en 2011, on a officialisé 3 référentiels de compétences en éducation thérapeutique. Alors en 2011, ces référentiels, ils peuvent vous intéresser parce que en fait c'est l'INPES, qui est l'Institut national de prévention et d'éducation pour la santé, qui a lancé une recherche qui a été, si vous voulez, pas uniquement une recherche franco-française, puisque nous étions 20 experts réunis avec des internationaux, d'accord, 20 experts internationaux réunis pour pouvoir lancer une recherche sur quelles sont les pratiques en éducation thérapeutique. Donc, il y a eu un recueil de données qui a été réalisé pas uniquement en France, mais qui a été réalisé à la fois en France et dans 5 pays différents, auprès de praticiens de l'éducation thérapeutique pour, à partir de leurs pratiques, construire ces référentiels. Donc nous avons construit 3 référentiels. Un référentiel pour les praticiens de l'éducation thérapeutique, un référentiel pour la coordination d'une démarche d'éducation thérapeutique et un référentiel pour le pilotage et la promotion d'un programme d'éducation thérapeutique. Et la Haute Autorité de Santé a officialisé, si vous voulez, 2 de ces référentiels, c'est-à-dire la Haute Autorité de Santé a pris les 2 premiers et les a intégrés dans leur comme une norme, hein, si vous voulez, pour la construction et l'évaluation. Voilà le premier référentiel, si vous voulez, et voilà comme ils sont construits, si vous voulez. Hein. Ils identifient des situations. Hein, donc sur ce référentiel des praticiens de l'ETP, on a 6 situations qui sont déclinées, et pour chaque situation, eh bien, on va avoir les compétences et les activités que l'ensemble des professionnels de l'éducation thérapeutique doivent réaliser. Donc, situation, créer un climat favorable, analyser avec le patient sa situation, ses pratiques de santé, convenir de ses besoins. La situation 3, s'accorder avec le patient et son entourage sur les ressources nécessaires pour s'engager dans un projet et construire avec lui, et non pas pour lui, un plan d'action, se coordonner avec les différents acteurs, mettre en œuvre le plan d'action avec le patient et coévaluer avec le patient les pratiques et les résultats de la démarche d'ETP. Voilà, donc on voit bien que les compétences qui sont mobilisées sont à la fois des compétences relationnelles, pédagogiques et d'animation, des compétences biomédicales, bien sûr, de soins, mais aussi des compétences méthodologiques et organisationnelles. Alors là, je vous mets la liste, mais je vais passer des compétences pour vous donner une idée comment elles sont déclinées pour chaque sous-élément. Ça, c'est l'autre programme, si vous voulez, qui est sur la coordination, d'accord, avec les situations qui sont de constituer une équipe transversale, d'analyser le contexte, enfin, vous voyez, on y reviendra si vous le souhaitez. Et toujours dans les éléments qu'il faut prendre en compte par rapport à l'éducation thérapeutique, c'est le travail en réseau. Le travail en réseau, les réseaux santé, et quand on voit, si vous voulez, l'évolution des réseaux, que ça soit la première expérience de réseau qui date de 1916 et qui décloisonne les systèmes de santé, mais on comprend bien que effectivement votre réseau, enfin le réseau RIUPS, va contribuer fortement à l'éducation thérapeutique, enfin va avoir un rôle central dans l'éducation thérapeutique des patients. Les constats que nous avons faits, c'est une formation, je vous ai dit, très insuffisante, hétérogène, il y a eu plusieurs enquêtes qui ont été faites, la polysémie des notions d'éducation et de santé, effectivement, tout le monde parle de l'éducation de santé, mais bon, ma foi, pas de la même manière, la pluralité des modèles théoriques de référence,
Le fait que les personnes disent mais c'est un allant de soi, hein, c'est pas. Vous parlez d'éducation thérapeutique, mais on en fait depuis toujours. Hein, on a toujours donné des conseils aux patients, on a toujours dit aux patients ce qu'ils devaient faire. Ok, on voit qu'on n'est pas sur la même longueur d'onde. Voilà. Ces pratiques de transmission de savoir et de savoir-faire qui ne prennent que très partiellement, pour être très optimiste aujourd'hui, hein, en compte les facteurs sociaux, environnementaux et personnels des patients. Hein. Et puis, ce fait de penser une éducation uniquement, parfois, au regard d'une composante pédagogique, c'est-à-dire transmettre des savoirs, hein, et ou de l'acquisition de compétences, qui est très, très, très réducteur. Voilà. Donc, effectivement, quels sont les fondements théoriques de l'éducation thérapeutique? Eh ben, là, on voit, si vous voulez, toutes les disciplines qui sont intéressées à l'éducation thérapeutique. Alors, les sciences infirmières, bien sûr, la médecine, les sciences de l'éducation, la psychologie, l'anthropologie, la sociologie, la psychologie sociale, et effectivement, je les ai pas tous mis. Et on comprend bien qu'effectivement, si vous voulez, suivant la discipline qui s'est intéressée, eh bien, on n'a pas le même langage. Déjà, ils parlent pas de la même chose, ils utilisent pas les mêmes mots, et en plus, eh bien, ils ont des visées différentes. C'est-à-dire, quand vous regardez, quand on fait une revue de la littérature, en fonction des écrits sur l'éducation thérapeutique, eh bien, on va voir que selon qui parle de l'éducation thérapeutique, selon la discipline, on va pas avoir les mêmes visées. Certains vont dire, l'éducation thérapeutique, c'est l'instruction au patient, quoi. Hein. C'est la compliance. Hein. Pourquoi éduquer? Pour rendre le patient compliant. Ou alors, comme on a su que c'était pas très 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 joli de dire compliant, maintenant on dit observant, ça fait mieux. Ça fait mieux. Et après, certains vont dire, on fait de l'éducation thérapeutique pour transférer les compétences aux patients. Et puis d'autres vont parler de socialisation et d'autres vont parler d'autonomie, voire d'émancipation. Alors c'est pas moi, hein, voilà. Mais du coup, si vous voulez, voilà. Mais ça a été un peu l'attitude que j'ai eue, c'est que je me suis dit, ok, et on fait quoi de tout ça, quoi. Voilà. Donc à un moment donné, je me suis dit, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait avec tout ça? Pour essayer de modéliser un peu cette chose-là. Et pour modéliser, en fait, si vous voulez, je me suis dit, d'abord, qu'est-ce que c'est la santé? Quels sont les modèles de la santé? Effectivement, vous savez autant que moi, donc je passe sur les modèles de la santé qui peuvent être très biomédicaux, voire très holistiques, mais dans une approche plus ou moins, j'allais dire, de gouvernance du patient. Ça, j'y reviendrai, ça vous intéresserait. Ça vous intéresse. Les modèles de l'éducation, parce qu'effectivement, quand on dit éducation, si vous voulez, hein, suivant l'auteur, éduquer, c'est instruire. Suivant l'auteur, pour que la personne, elle devienne autonome, mais n'empêche que c'est l'instruire, lui transmettre les savoirs. Suivant l'auteur, éduquer, c'est permettre le développement du sujet, enfin des groupes d'auteurs, ou bien, suivant les auteurs, c'est socialiser. Alors, on sait, vous me direz aujourd'hui, oui, elle nous apprend rien de nouveau, je sais bien, que c'est tout ça ensemble. Oui, mais... Et donc, c'est à partir de là, si vous voulez, que j'ai fait une première modélisation que j'ai dû à peu près déposer dans les années 2000, où j'ai croisé les modèles de la santé et les modèles de l'éducation pour voir, si vous voulez, qu'est-ce que ça donne à l'intérieur. C'est-à-dire, quand on est dans un modèle de l'instruction, un modèle biomédical, qu'est-ce qu'on fait en termes d'éducation thérapeutique? Voilà. Bon, ça donne à peu près ça. Je vais passer rapidement, vous verrez pourquoi. Et après cette première modélisation, je l'ai trouvée intéressante, c'est sûr, je l'avais fait, c'est pas ça. Il y a beaucoup de personnes qui la prennent, hein, voilà, qui prennent celle-là aujourd'hui, mais j'ai trouvé qu'il lui manquait quelque chose, qu'elle n'était pas assez complexe par rapport aux situations réelles. Et effectivement, il manquait dans cette première modélisation les modèles de l'apprendre. C'est qu'est-ce que c'est, ou quelle est ma conception de ce qu'est apprendre pour l'autre. Donc du coup, si vous voulez, à partir des modèles de l'apprendre, d'accord, des théories de l'apprendre qui sont soit très behavioristes, soit constructivistes ou socio-constructivistes, j'ai complexifié cette première modélisation pour tenir compte effectivement de ces éléments-là. Je vais vous passer sur mon truc théorico-théorique là, hein, mais concrètement, ça donne quoi? Globalement, là, excusez-moi, je vais être un petit peu provocatrice, hein, bon, mais qu'est-ce que ça donne? Ça donne que chaque fois que l'éducation thérapeutique, d'accord, va privilégier le transfert, la transmission de savoir pour éviter l'apparition de maladies ou de complications de maladies, d'accord, alors l'intervention même
elle va être d'informer des éléments objectifs de savoir, de la science, des savoirs académiques, d'accord, en se disant que les représentations que le patient a de sa maladie, de sa santé, constituent un filtre. Donc on va essayer de lutter contre les représentations du patient, ça va, de sa famille. L'activité d'éducation thérapeutique va être d'enseigner un objectif d'apprentissage. Les savoirs savants sont survalorisés au détriment à la fois des savoirs locaux d'usage, mais aussi des savoirs d'expérience des patients. D'accord ? Et le soignant, éducateur, il se positionne comme détenteur du savoir, ça va, dans un rapport d'expert à novice pour le patient, et le patient, lui, il se met, ou on le met, d'accord, en posture d'élève. D'ailleurs, par exemple, il y a des services d'éducation thérapeutique où on a un tableau et des bancs pour les patients. Avec effectivement 3 courants, celui de la transmission de contenus qui sont indépendamment des cultures et des structures sociales, celui d'une transmission qui tient en compte le développement cognitif du patient, d'accord, ça c'est pas parce qu'on est dans la transmission de savoir qu'on ne tient pas en compte ce que c'est le patient ou pas, et celui de la prise en compte de la culture du patient. On peut aussi tenir compte de tout cela. Chaque fois que l'éducation thérapeutique, elle, va privilégier l'obtention de comportements adaptés. C'est-à-dire, on se dit, ben voilà, il faut que le patient, il avait de mauvais comportements, on va dire, ou inadaptés. Allez, on ne dit pas mauvais, on sait que ça ne doit pas se dire. Donc, inadapté par rapport à son problème de santé, et on va vouloir qu'il change de comportement. Donc, là, je suis un acteur du changement de comportement des patients, pour qu'il ait les comportements qui sont adaptés à son problème de santé. Alors, la visée, c'est souvent la suppression de l'erreur, d'accord, et l'adoption de bonne conduite. On a toutes les normes de bonne conduite. L'objectif, c'est bien de transformer les représentations, les croyances, les pensées dysfonctionnelles des patients et de lui apprendre à gérer ses émotions pour avoir un bon comportement en toute situation. Ça va. On a un programme structuré en fonction des objectifs à atteindre avec un niveau de difficulté très progressif. Et on a une intervention qui va tenir compte du rythme d'apprentissage, bien sûr. On va renforcer chaque fois que le patient il fait bien, d'accord, on n'est plus à le huer quand il fait mal, ça, on le fait plus, ça a été une mode il y a 20 ans, maintenant non, maintenant juste on l'applaudit quand il fait bien, ça va. Et par contre, quand il fait pas bien, on va lui dire il faudrait faire mieux. Là, vous n'avez pas bien fait. Allez, on vous donne encore une chance pour la prochaine fois. On est, j'ai dit que je provoquais. On est dans une pédagogie du contrat avec un entraînement essai-erreur, d'accord. Il a droit à faire des erreurs. On fait des entretiens motivationnels pour repérer le niveau de motivation du patient. Et l'objectif aussi, c'est d'augmenter la motivation du patient. Effectivement, on a un soignant éducateur qui se positionne comme transformateur du comportement des patients. Voilà, c'est son objectif. Et le bon citoyen, le bon patient, merci monsieur d'être là, le bon patient, c'est celui qui se conforme aux normes en santé et aux attentes des éducateurs en santé. Voilà, c'est celui qui adopte les bons comportements qu'on lui a demandé d'adopter. Lui, c'est notre bon élève, quoi. Voilà. Et chaque fois que l'éducation thérapeutique va privilégier la connaissance de soi du patient dans un environnement social, alors là, l'éducation thérapeutique va viser la recherche d'une meilleure qualité de vie, d'accord, du patient, c'est-à-dire au regard de sa propre perception. L'objectif n'est plus le même. L'objectif va être de développer l'estime de soi, la confiance en soi, le sentiment d'efficacité personnelle, le sentiment d'autodétermination du patient. Et l'intervention éducative n'est plus du tout la même. Elle est de concevoir avec les personnes un projet de vie qui est adaptable à sa situation de santé. D'accord. Donc,
dans ce mouvement-là, si vous voulez, hein, on va plus parler d'observance thérapeutique, mais certains parlent de processus d'observance ou d'alliance thérapeutique, le processus d'observance incluant que la non-observance est tout à fait partie du processus et n'est pas à combattre. D'accord ? C'est-à-dire, si je parle de processus d'observance, je sais que la non-observance est un élément. Et je vais m'intéresser à la fois au processus qui fait qu'à des moments donnés, je suis observant et à des moments donnés, je suis inobservant. Ce que je dis souvent, c'est la personne qui est 100% observante, on va dire, elle est quasiment autant pathologique, si on veut la diagnostiquer pathologique, que la 100% inobservante. Et je prends souvent cet exemple, notamment avec des étudiants, je dis, si je suis 100% observante du code de la route, je suis à peu près observante du code de la route, d'accord ? Si je suis 100% observante du code de la route, si le feu, il est rouge, je m'arrête, ça, ok, c'est ce que je fais. Et s'il y a un incendie autour de moi et que ma voiture risque de brûler, je continue à m'arrêter, j'avance pas parce que le feu est rouge. Et je vais attendre qu'il passe au vert pour passer. Et on voit très bien que le 100% d'observance est autant, si vous voulez. Voilà. Ça va ? Voilà, donc on travaille effectivement sur le processus, comprenant que l'inobservance fait partie du processus. Hein. Et si j'ai le temps, je parlerai de patients, comment les patients nous racontent leur processus, les moments où ils sont inobservants et c'est nécessaire à leur processus de vie. L'autonormativité du patient, bien sûr, et le transfert de compétences. Voilà. Ouais, je ne prends pas le bon, voilà, du coup. Donc, mon activité éducative va confronter le sujet à la nécessité de se manifester. Ce qui m'importe, c'est que le patient se manifeste. D'accord ? Il se manifeste et qu'il puisse manifester surtout une fonction critique. C'est-à-dire, vous voyez, du coup, l'objectif n'est pas le même. C'est-à-dire, quand il n'est pas d'accord, qu'il puisse le dire. Quand on lui propose quelque chose et qu'il ne le souhaite pas, qu'il puisse le dire. La plupart des patients que j'ai pu rencontrer dans le cadre des recherches que j'ai faites m'ont dit, on ne peut pas dire aux soignants. Alors, les patients, ils disent, par exemple, globalement, hein, on ne peut pas dire aux médecins parce qu'on a peur de se faire gronder, on ne peut pas dire aux infirmières parce qu'on a peur de leur faire de la peine. Donc, par exemple, des patients diabétiques à qui je posais la question, comment vous faites pour vivre au quotidien ? Parce que les patients, ils nous récitaient d'abord par cœur toute la conduite du bon diabétique. Et après, je dis, et alors, dans la vie de tous les jours, ça fait quoi, ça ? Et alors, certains me disaient, eh bien, par exemple, je pense à un monsieur qui me disait que on lui avait dit d'avoir toujours un sucre avec lui, et il dit, mais moi, d'abord, j'aime pas le sucre. Je trouve ça dégueulasse, j'aime pas. Deuxièmement, je suis au champ, je vois pas où je mets mon sucre. Mais il dit, vous inquiétez pas, madame, moi j'ai trouvé une solution. J'ai une bouteille de rouge avec moi et quelques biscuits. Et si je sens que je fais une hypoglycémie, je prends un coup de rouge avec un biscuit et c'est très très bon. Ça me permet d'arriver jusque chez moi pour gérer, c'est bien, quoi. Voilà. Mais il a jamais dit ça au médecin. Pourtant, c'est sa vraie vie à lui, quoi. Ça va ? Voilà. Donc, on travaille, je vais essayer de conclure, on travaille sur, dans ce troisième modèle, sur les compétences psychosociales de la personne, de manière à ce que la personne se sente libre de diriger sa vie, qu'elle soit maître de son projet de santé, de sa qualité de vie, et qu'elle soit à l'origine de ses actes. Voilà. Pour conclure, juste dire ceci, pour être un peu plus provocatrice, voilà, comme ça, que, ouais, j'ai déjà, que le soignant qui est dans la toute-puissance du savoir savant, et je sais que c'est pas facile, attention, pour les soignants aussi, et de l'objectivation, c'est-à-dire, ce que disent les soignants souvent, c'est, oui, mais vous comprenez, nous on sait que le patient, il risque sa vie, et ça, c'est la vérité scientifique, c'est objectif, c'est savoir, quand il nous parle de ces savoirs d'expérience, c'est pas objectif, c'est pas le savoir théorique.
Je ne peux pas le laisser partir avec ça. D'accord. Et donc, ce soignant-là, il est dans l'instruction et l'ajustage physique, psychologique et culturel et la compliance des sujets. Et dans le désir, peut-être inconscient, je ne sais pas, de convertir le citoyen à l'adoption de bonnes règles. Et c'est très violent, généralement, ce que j'appelle la violence de l'expert, qui ne laisse que peu de place, pour dire qu'il en laisse peut-être un petit peu, mais que peu de place au savoir d'expérience de patients. Les patients qui se connaissent et qui vivent avec cela. Voilà. Et que donc, mon discours, c'est vraiment de promouvoir une éducation thérapeutique qui s'inscrive dans une culture du débat. Donc c'est pour ça qu'il y a un peu de place au débat. Des dissensus. On a le droit de ne pas être d'accord. Les patients, ils ont le droit de ne pas être d'accord avec nous. Et nous, on a le droit de ne pas être d'accord avec le patient aussi, mais peut-être qu'il faut qu'on puisse arriver à ce mode-là de relation. Chacun d'entre nous, autant les soignants que les patients, parce que les patients aussi sont aux prises des savoirs savants. Les patients aussi connaissent ce que dit la théorie. Ils sont en capacité d'avoir accès au savoir savant, au savoir académique autant que nous. D'accord ? Des énoncés scientifiques, mais les énoncés scientifiques, ils nous disent la tendance centrale en statistique, d'accord ? Et des expériences de santé de chacun. Voilà, merci. Merci infiniment, Chantal, pour cette excellente présentation. Alors, je pense que tu as relevé le défi de nous instruire sur tout ce qui a trait à l'éducation thérapeutique aux patients avec différents cadres théoriques. On aura le loisir finalement de débattre, mais avant le débat, pour conserver finalement et respecter finalement l'horaire qui nous a été consenti. Alors, j'invite les gens à 20 minutes de pause. Par la suite, finalement, ce sera le professeur Rotondandor qui amorcera la conférence suivante et la discussion suivra et le débat, bien sûr, en regard que tu as lancé. Merci encore une fois, docteur.